Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons le direct, nous commençons avec les informations, passons aux détails, merci beaucoup de nous accompagner, passons aux détails, à ce qui se passe dans le monde. Allons-y, merci de vous être abonnés, merci d'avoir liké, merci d'être là avec nous. Eh bien, bonne fête des pères, au fait, bonne fête des pères. Merci beaucoup d'être là avec nous, en ce jour si spécial, n'est-ce pas? Il faut aussi penser aux papas, non? Pas seulement à eux. Eh bien, salutations, c'est super. Je suis sûr que beaucoup de papas ne comptent même pas. S'il n'y a pas non plus de fête des pères, ça ne compte même pas. Ça ne compte pas. Este- Non, et avec la Coupe du Monde, je réalise que c'est comme si ça n'existait pas. Mais bon, eh bien, super. Écoutez, Passons aux détails, parce que, voyons, ils avaient redécouvert un sacré bunker, mais énorme, non? De la part, c'est-à-dire de la FDI, des Forces de défense d'Israël, ils avaient redécouvert un sacré bunker à l'intérieur du Liban. Tu te dis, alors qu'on dirait qu'ils ont déjà tout découvert à l'intérieur du Liban, et puis il continue d'apparaître d'énormes bunkers, n'est-ce pas? J'aimerais qu'on regarde cette image, elle est partagée directement par le compte des FDI. En fait, regardez, ici en haut apparaît le compte. Bon, c'est à l'envers, mais là il est écrit FDI, il y a le logo officiel. Ils trouvent un énorme bunker, selon ce qu'ils rapportent, ce tunnel souterrain du Hezbollah à l'intérieur du Liban, situé sous le village de Mogdal Zoun, d'accord? On va voir tout de suite où se trouve ce village sur la carte, d'accord? Mais ils assurent qu'il contient des centaines d'armes, 4 puits de lancement dirigés vers Israël. Un tunnel de plus de 200 mètres de long et de plus de 25 mètres de profondeur contient 4 puits de lancement. Et 12 pièces, y compris des zones de repos, des salles, tout cela utilisé aussi comme entrepôt, n'est-ce pas? D'engins explosifs, de missiles anti-chars, de drones pendant l'opération. Plus de 20 membres de ce groupe radical auraient été éliminés, plus de 50 sites d'infrastructures auraient été démantelés, y compris des postes d'observation et des dépôts d'armes. Regardez les installations. Avec tous les détails, bien peintes, non, ce ne sont pas des grottes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ici nous voyons des installations avec des réseaux électriques, tout est déjà très développé, près de pour résister à des attaques, etc. Enfin, c'est impressionnant. Avec ce type de mouvement, eh bien, on voit aussi que le problème, en fait, se trouve des deux côtés de la frontière. Car soudain, il y a cette vision, c'est Israël, non, c'est Hezbollah, non. C'est-à-dire qu'il y a un énorme problème là-bas, où d'un côté, au Liban, on dit c'est un groupe qui ne devrait pas être armé, qui en théorie est un groupe politique, mais il s'arme parce que l'Iran veut qu'il s'arme. Point. Il obéissait aux Iraniens, c'est pourquoi Donald Trump a lancé un ultimatum. Face à ces situations, Donald Trump a lancé un ultimatum et lui dit « Soit tu arrêtes les guerres par procuration, soit tu arrêtes les guerres par procuration, n'est-ce pas ?» Eh bien, il continue d'apparaître plus d'images. Regardez juste là. La quantité, ce sont comme des déchets, n'est-ce pas? Des roquettes, mais ça reste impressionnant, non? Ce sont bien les forces de défense d'Israël à l'intérieur, non? Là, il y a des soldats, des hommes et des femmes, d'ailleurs, ils sont à l'intérieur, en train de vérifier toute cette situation, n'est-ce pas? Il dit que ce village est situé sur une colline à des kilomètres de la frontière avec Israël. La FDI, la force de défense israélienne, a découvert une installation souterraine qui, selon eux, aurait été construite il y a au moins 10 ans. Imaginez-vous, et ce n'est que maintenant qu'ils la trouvent. Là-bas, il dit qu'il a dû y avoir une planification importante, un financement important. Elle était protégée par d'énormes portes en acier anti-explosion. Le tunnel s'étend sur des centaines de mètres dans la montagne, à des profondeurs allant jusqu'à 29 mètres. Le tunnel passe ensuite sous une mosquée. Le passage était suffisamment large pour qu'un véhicule standard puisse même y entrer. Imaginez-vous cela. C'est-à-dire, il y avait de tout là-bas, des matériaux de contrebande, des documents de propagande de ce groupe radical. L'endroit a donc été vu ainsi lors d'une visite médiatique organisée par la même FDI, n'est-ce pas? Et il montre donc certaines de ces images où l'on voit des couloirs, des pièces et toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Voilà, c'est un peu ça le sujet, comment on voit, disons, cette situation. On va voir les réactions tout de suite, n'est-ce pas?
Aujourd'hui, nous avons les réactions. Mais tu sais qu'il y a un autre sujet, qui attire aussi mon attention avant de continuer avec d'autres choses, c'est le suivant. Regardez cette image est diffusée ou partagée par le UKMTO, enfin, cet organisme-là. Maritime pour les opérations dans cette zone du Royaume-Uni, c'est pour ça que c'est UK, non ? Et d'après ce qu'il montre, enfin d'après ce qu'on sait dans cette zone du petit carré jaune que vous voyez, non ? Face au Yémen, encore une fois, les événements de la semaine dernière se répètent. Un pétrolier de produit à 50 miles nautiques au sud-ouest d'Al-Shirir, au Yémen. Il a été abordé par une embarcation transportant 5 individus armés qui ont tenté de monter à bord, selon ce qu'indique cet organisme. Le navire a effectué des manœuvres d'évitement et a changé de cap, s'éloignant ainsi de l'endroit, n'est-ce pas ? Autrement dit, ils essaient de monter à bord dans cette zone. Cet endroit devient dangereux. Il n'est pas clair s'il s'agit des Houthis ou d'un autre groupe, mais il commence à y avoir de la pression contre certains navires dans cette zone. Donc faites attention à ce sujet, parce que là aussi, les choses deviennent tendues. Abordons d'autres sujets importants. Il y a de nombreuses réactions dans le monde, notamment celles de Trump et d'Israël, n'est-ce pas ? Les conditions d'Israël qu'ils ont déjà posées eux-mêmes, c'est-à-dire tout le monde pose ses propres conditions, n'est-ce pas ? Israël a posé les siennes, et ce qu'Israël demande est le suivant. Nous devons passer à la carte pour 2 choses. D'abord, pour voir où a eu lieu cette opération. Je vous parlais du bunker dans ce village qui s'appelle Magdal Saoul. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'on allait regarder la carte ? Eh bien, regardons-la, non ? Voyons si on la trouve pour commencer, non ? Même si nous sommes ici en direct, mais voilà, nous aimons vérifier un peu la carte et essayer d'atteindre les points dont nous parlons, non ? Regarde, c'est au Liban, voilà comment on l'a trouvé dans cette zone, non ? Voilà, on va dézoomer un peu, ça c'est la frontière, on met la carte plus claire avec des frontières plus nettes, voilà, et si on mesure la distance, on va mesurer la distance d'ici à la frontière, non ? Israël, donc, ça ferait 7,1 km, c'est ce que tu fais en une journée à pied. C'est-à-dire, c'est très tranquille, la distance est très courte, et depuis là, un bunker de ce niveau, de cette taille. Et regardez, des années se sont écoulées depuis que tout ça a commencé. Depuis qu'Israël a commencé à avancer vers le Liban, à attaquer le Hezbollah et tout ce que tu veux, donc combien d'années se sont déjà écoulées ? Et il continue de découvrir des tunnels à très courte distance, et combien en reste-t-il à découvrir, n'est-ce pas ? Alors, c'est un sujet ou c'est une histoire, du moins pour l'instant, qui semble ne jamais finir, non ? C'est-à-dire, ça reste évidemment un problème et quelque chose que, même si Trump voulait le contrôler, eh bien, on ne peut pas le contrôler. Jusqu'à présent, du moins. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Il n'y a pas moyen, n'est-ce pas ? Je ne sais pas comment ce sujet pourrait être contrôlé, non. Alors, ils ont découvert cet endroit, dans cette zone, et ce qu'Israël demande, c'est qu'ils reculent encore plus. Regardez, je vais même vous dire jusqu'où, d'accord ? Parce que ce qu'ils demandent, la première chose qu'Israël demande, c'est que le Hezbollah recule. C'est-à-dire, voici la frontière, ils veulent qu'il recule derrière le fleuve Litanie. Allons au fleuve Litanie, n'est-ce pas ? Allons au fleuve Litanie. Permettez-moi de le montrer ici sur la carte. C'est un peu plus loin. Regardez où c'est, laissez-moi vous montrer. Voici la distance où se trouvait le bunker. Regardez simplement où il est situé. Le fleuve Litanie est plus loin, non ? Si on le compte depuis la frontière, mais depuis, mettons le point ici, et mettons cet autre point là. Voilà le fleuve Litanie. Il y a 14 km jusqu'à la frontière, mais permettez-moi, ce n'est pas moi. Voilà. Voilà la frontière. Voilà cette petite pointe de la frontière. Le plus près possible. Ça fait 11 km. Mais disons que depuis la partie nord d'Israël, eh bien c'est plus loin, non ? Parce qu'Israël, enfin la partie, disons, d'Israël, est déjà de ce côté-ci. C'est environ 25 km, je ne sais pas. Il demande qu'il se replie derrière le Litanie. Là-bas, sans problème. Et évidemment, il demande aussi qu'il se désarme, non ? Il demande le démantèlement total de l'infrastructure du Hezbollah au sud du Litanie. Il ne doit pas rester ici les bunkers, les rampes de lancement, tout ça doit être enlevé, non ? On ne peut pas garder ça là et penser qu'il y aura la paix,
n'est-ce pas? Et ensuite, ils demandent aussi que dans le futur, si jamais cela arrive, supposons que cela se réalise, non. Ils reculent, ils se retirent et détruisent un peu ils démantèlent toutes les installations nucléaires, non, nucléaires non, les installations militaires du Hezbollah, n'est-ce pas? D'accord. Ils les enlèvent en supposant, n'est-ce pas? Et alors, ce qu'ils demandent, c'est aussi que dans le cas où il y aurait une nouvelle confrontation avec le Hezbollah ou avec un groupe radical qui attaquerait Israël, qu'ils aient quand la liberté d'action militaire immédiate dans cette zone, si jamais quelque chose se passe. C'est-à-dire, Israël dit « Donnez-nous la liberté de pouvoir opérer là-bas », sans que cela devienne une guerre totale, mais plutôt qu'ils disent « Écoutez, nous avons déjà détecté que ce groupe arrive ici, et nous allons les attaquer, non ?» C'est ce qu'ils demandent, ces 3 points essentiellement. Pendant ce temps, Donald Trump a aussi réagi, n'est-ce pas? Et il envoie ce message, voyons si nous pouvons le mettre ici. C'est ce message, n'est-ce pas? Voilà, nous allons lire le message, puis nous allons détailler. Voyons, Trump dit « L'Iran doit immédiatement arrêter ses proxys hautement payés au Liban, pour qu'ils arrêtent de causer des problèmes. S'ils ne le font pas, nous frapperons l'Iran très fort à nouveau, exactement comme nous l'avons fait la semaine dernière, mais encore plus fort. » Et très attentivement, le président Donald Trump, n'est-ce pas? Le voilà. Seulement plus fort, n'est-ce pas? Je veux dire juste plus fort, non? Président Donald Trump, c'est le message que donne aujourd'hui Donald Trump face à cette situation, n'est-ce pas? Donc c'est un tournant. C'est un tournant en pleine négociation. Là-bas à l'Est, en Suisse, non? En mouvement, ils dialoguent, je ne sais quoi. Puis, cette annonce arrive. Passons à d'autres points importants. Voyez-vous, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, aurait dit ce qui suit, n'est-ce pas? Eh bien, n'est-ce pas? Comme les choses changent, n'est-ce pas? Il dit qu'il n'y a aucun dirigeant mondial avec qui Trump parle plus qu'avec Netanyahou. La leur, c'est-à-dire la relation entre Netanyahou et Trump, dit-il, va au-delà de celle de 2 hommes d'État. Elle est profondément personnelle au point qu'il y a une franchise entre eux qui est probablement différente de celle qu'il a avec toute autre personne. C'est ce que dit l'ambassadeur des États-Unis en Israël, et il le dit dans un contexte très très clair. Soudainement, il semblait que Trump trahissait déjà Israël, et il le faisait probablement, mais il s'en est rendu compte. L'Iran agit comme il veut et ignore totalement l'accord. Et en revenant encore une fois vers Israël en disant « Non, nous sommes amis, nous sommes potes, il n'y a pas de problème, il y a juste eu quelques frictions, mais nous ne sommes pas fâchés, n'est-ce pas ?» C'est du moins l'impression que ça me donne. On en parlait tout à l'heure, Estrella et moi, et on disait, eh bien, on dirait plutôt qu'il veut te retrouver l'amitié qu'il avait, non? En gros, non. C'est-à-dire, mais on dirait qu'il n'y a rien de plus que ça, n'est-ce pas? En attendant, passons à d'autres sujets également importants. Comment vas-tu? Salutations, Roble, Eliseo Cebola, Francisco Arce. Un grand salut, Panterita, et à toute la communauté. Eh bien, c'est que ce bras de fer ici est vraiment passionnant, non? Ça devient très intéressant. D'ailleurs, il y a eu quelque chose de très curieux. Regardez, un message de Donald Trump. Eh bien, je pense qu'il a aussi été mal conseillé parfois, ou peut-être juste parce qu'il est un de son pays, non? Mais il publie cette image. Non? Non, en fait, c'est moi qui mets l'image. Et lui, il publie un tweet, et avec cette image, il explique plutôt que ce personnage se trompe un peu tout à coup. Donald Trump a fait une déclaration très curieuse ces derniers jours. Et je reste ici en suspens pour en parler parce que tout à coup, ce sont ces mensonges qui, à force d'être répétés, finissent pas par devenir réalité, non? Il a dit que la Russie, en 2022, quand elle est entrée en Ukraine. Comme si leur guerre était tellement légale, non? Et ils ont voulu y aller comme dans une guerre classique, avancer sur tout le territoire, disons, en respectant les lois de la guerre, et pas par la route.
Oui, comme pour le faire loin de l'endroit où se trouvent les civils et respecter les civils. Imaginez où il pense, l'autre. Je veux dire, comment peut-il dire ça, non? Bon, il dit que c'est comme ça que Poutine a fait. Alors l'Ukraine s'est activée et a pu se défendre et arrêter la guerre. Pokomo dit que c'est pour respecter les conditions de la guerre. Poutine a eu des problèmes, non pas parce qu'il voulait envahir l'Ukraine rapidement, mais simplement parce qu'il est très sympa. Et il n'a pas voulu passer par les routes. Absolument toutes les images qu'on a des chars quand ils entraient vers Kiev en 2022 ou tentaient d'entrer vers Kiev sont sur la route. Ils sont passés par la route. C'est par là qu'ils sont passés. Le calcul était mauvais, mais à cause de la contre-espionnage, parce que les gens ne l'ont pas donné. En gros, l'idée qu'on a vendue à Poutine, c'est qu'ils allaient entrer et que tous les Ukrainiens allaient les applaudir et dire « Passez, monsieur, par ici et conquérez toute l'Ukraine sans problème ». C'est ce qu'on a vendu à Poutine, ce qui était totalement faux. Même les agriculteurs allaient les bloquer les chars et faisaient penser tout leur possible pour qu'ils ne les gardent pas. Il y a des images de 40 km de route avec des chars détruits et brûlés. 40 km. Évidemment, c'est là qu'on a vu que tout allait être une erreur, une énorme erreur. Eh bien, c'est ce que l'histoire a fini par démontrer, non? Au final, ça paraît très curieux et très étrange. Qui va voir Trump, lui parle à l'oreille et lui raconte ce genre d'histoire, n'est-ce pas? Et qui le convainc de les publier? À part moi. Ils sont là, ils sont tous sur la route, en file indienne. N'est-ce pas? Ils sont tous là, en file indienne. Qu'est-il arrivé à tous ces blindés, ces chars détruits? Ils ont utilisé les autoroutes. Ils ont utilisé tout ce qu'ils pouvaient et écrasé tous les civils possibles. Mais tout simplement, ils n'ont pas pu. C'est-à-dire, le calcul a été très mal fait, non? Les renseignements lui ont vendu quelque chose qui n'était pas fiable. Ce n'était pas fiable, ce n'était pas réel. Et bon, eh bien, comme on dit, le reste appartient à l'histoire. En gros, on sait déjà ce qui s'est passé après. Comment ça va finir? Eh bien, on verra. Mais ce n'était ni une guerre, ni une opération militaire. Non, ce n'était pas ça, voilà. Mais bon, ce qui m'inquiète vraiment, c'est le fait que certains fournissent de telles histoires à Trump et qu'il les répète. C'est-à-dire qui est super infiltré dans son cabinet ou très proche de lui qui lui vend ce genre d'histoires, non, et qu'il les croit et les publie. Voilà ce qui devrait vraiment inquiéter les services de renseignement, comme ils le disent. D'où viennent ces histoires? Qui les lui vend? C'est-à-dire d'où il sort ce genre de choses. Mais bon, c'est au moins curieux, non? Très curieux ce sujet. D'autres sujets qui attirent aussi mon attention, c'est que, eh bien, il continue d'apparaître des images des villages, des attaques qui ont lieu à différents endroits de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Cette fois-ci, les forces de défense attaquent les routes de Mariupol à Dayakov. Ces routes qui transportent des fournitures sont constamment attaquées pour que les approvisionnements n'atteignent pas les positions russes. Eh bien, il y a encore plus d'images qui continuent d'apparaître, donc de cela. Ce type d'attaques, n'est-ce pas, qui ont lieu, et actuellement il y a environ 600 voitures près du pont. Il s'agit d'un pont attaqué. Il explique que de longues files d'attente se sont formées à la sortie de la Crimée sur le pont à cause des attaques dans la région. Il y a un dépôt de pétrole à Kers, juste sur le pont, là où le pont de Kers est collé, qui est en feu. C'est-à-dire que les attaques ont commencé dans la zone de Kerch depuis la nuit. C'est un pont clé. Il faut rappeler que ce pont a été construit après l'invasion de la Crimée. C'est un immense pont qui relie la Russie à la zone occupée de la Crimée. Donc évidemment, tout cela montre qu'il y a une recherche intense. Voici cette image, je pense qu'elle l'illustre mieux. Voici l'endroit, il est signalé que des zones de Crimée sont privées d'électricité et d'autres d'eau, là où les incendies se répandent. Ce sont des zones concernées, dans lesquelles il n'y a déjà plus de défense, non. La situation est grave. J'imagine que la Russie fait ses propres calculs pour décider quoi faire. Parce qu'à l'intérieur, en Russie même, il n'y a pas d'approvisionnement en carburant. Et on commence à voir ces files d'attente et ces, disons, limitations où on leur dit « Regardez, vous ne pouvez remplir que 20 litres ou 15 litres, peu importe.
Non, et aussi le marché noir de l'essence a augmenté. Elle coûte 2, 3 fois plus cher en dehors des stations-service, évidemment non. Donc, eh bien ça aussi c'est bien. Ça fait partie de ce qu'on vit en ce moment dans ce conflit. D'ailleurs, il publie dans ses annonces. Voyons si je peux l'afficher ici à l'écran, mais bon, il diffuse ses publications par ces moyens-là. C'est un blogueur. C'est quelqu'un qui retweet ce que dit ce blogueur russe, n'est-ce pas? Qui est un blogueur militaire. Incroyable. La Crimée dit que ce qui suit va être un règlement de compte, non? Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de carburant. Il affirme qu'il ne s'agit plus seulement de fissures, mais que tout s'effondre. Eh bien, ce sont là quelques-uns des commentaires qui sont faits dans ce sens, n'est-ce pas? Eh bien, de plus en plus d'images apparaissent, encore plus d'images cette fois-ci. C'est en Crimée. Une explosion en Crimée. Quelqu'un l'observe depuis son appartement. Ceci est une installation de stockage en Crimée occupée qui a été attaquée apparemment par des drones. Fait intéressant par exemple, lors des attaques massives de la semaine dernière, on affirme toujours qu'ils connaissent même le nombre de morts côté russe. C'est-à-dire des civils selon leurs propres commentaires, parce que ce sont eux qui donnent leurs chiffres, non? 0. 6 blessés, 0 décès. Ce que je veux dire, c'est que une chose est d'attaquer des installations. Ce qui te pose évidemment un problème, mais tu ne frappes pas les bâtiments civils, même si tu le dois. Les blessés, bon, c'est précisément quand il y a des systèmes de défense, ils attaquent et les débris tombent. Et donc oui, il peut y avoir, et il y a eu des civils tués évidemment, et cela peut arriver, mais ce n'est pas, disons, les grandes quantités qu'il peut soudainement y avoir lorsqu'on attaque des immeubles résidentiels, des écoles, etc., n'est-ce pas? C'est donc un sujet pour lequel on demande et on continue de demander constamment que cela ne se fasse pas. C'est-à-dire que si on attaque, qu'on attaque des infrastructures militaires ou liées aux militaires, pas des infrastructures, disons, électriques. Ce que, eh bien, l'Ukraine a pratiquement déclaré dès les 2 premiers mois de cette année, que si cela continuait ainsi, ils allaient aussi commencer à attaquer. Maintenant, c'est vraiment œil pour œil contre les systèmes électriques, non. Pas contre les civils non plus, mais bien contre les systèmes électriques. Eh bien, on va voir ce qui va se passer, non ? Mais je veux dire, c'est un conflit qui s'est... Ça a pris un tournant incroyable depuis cette année 2026, ça a vraiment été un changement énorme, aussi bien dans le développement des drones qui existaient déjà depuis des années, mais maintenant, on le remarque vraiment, on le voit clairement. Et évidemment, il y a aussi le sujet des IA qui sont utilisées en ce moment des deux côtés, non? Les IA font un travail important. En gros, elles éliminent des humains, c'est littéralement ça, ils s'attaquent avec des IA à travers des drones et utilisent ce genre de développement. Malheureusement, même si cela aura des usages positifs, il y en aura aussi de très sombres, non? Mais bon, passons à d'autres sujets importants. Néry Salazar et à toute la communauté qui nous accompagne. Eh bien, je vous avais demandé lors de la précédente émission qui sont les papas ici. Je pense qu'il y en a peu car personne n'a levé la main. C'est vrai, je ne suis pas le plus âgé. En tout cas, c'est moi, José, qui me suis invité. Je ne sais pas, ce Néry, comment ça va? Il essaye de dire bonjour d'ici. Peut-être au Texas, comment allez-vous là-bas? Toujours pareil. J'oublie toujours que Galveston a une plage, tu vois. Et la plage, elle est comment? Je ne sais pas, c'est pour sortir se promener sur la plage ou quelque chose comme ça, non? Aller, je ne sais pas, aller faire, comment on appelle ça, du jet ski là-bas pour s'amuser un moment ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, le louer, non? Ou quelque chose comme ça. Comment vas-tu, Adilson? Comment vas-tu? Bonjour. Garman faire du surf, ceux qui aiment surfer. Garman dit que l'ami de Trump a des problèmes, dit Roble. Comment va Roble? Très bien. Et quoi de neuf, Élisée? Oui, mais s'ils détruisent tout, dit Élisée. Comment vas-tu? José Mitucayo dit bon après-midi. Merci beaucoup à toi aussi. Comment vas-tu, Sandra? Un grand salut aussi. Sandra Juarez, comment vas-tu? Il dit tu soutiens l'Iran, tu soutiens le régime des ayatollahs, ou force Iran, pourquoi l'Iran? Tu es pour le régime des ayatollahs, et un Iran démocratique émerge. Ou toi, si tu crois en Dieu, guide suprême et...
à ce niveau de dictateur et tout ce genre de choses. Si tu aimes ça, je demande, je n'ai pas, chacun a son guaquanejo. Et si l'argent de Galveston est belle sur la plage, mais la plage de Galveston est belle et elle est vaste, dit Guaquanejo. Comme c'est intéressant, Guaquanejo. Tu sais, la seule plage que je connais au Texas, c'est l'île du Père. Non, ça fait très longtemps que j'y suis allé, je n'ai pas eu l'occasion d'aller à d'autres à Houston, je crois que je ne suis allé qu'à l'aéroport, mais jamais je n'y ai vraiment été. Vraiment à Houston. Je ne veux pas rester, je veux y aller pour voir, je ne sais pas, un lancement de navette ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, ce serait génial, tu sais quoi. Ce serait bien de voir si on pouvait avoir une chance d'aller au lancement de l'année prochaine, voir si quelqu'un est partant. Et on y va tous ensemble. Tous là-bas en bus, on loue un bus, on fait quelque chose, on va au lancement vers la Lune l'année prochaine. Je veux dire, ce ne serait pas mal, ce serait intéressant. Moi, franchement, oui, je serais partant pour un petit voyage, genre le planifier comme ça, non? Parce qu'au final, c'est quelque chose d'historique, non? Peu de gens peuvent dire « J'ai vu la fusée qui est allée sur la Lune en 1900, enfin. 1900. » Eh bien, tu dirais ça en 2027. J'ai vu la fusée aller sur la Lune, non? Je trouve ça intéressant et j'aimerais vraiment le faire. Ça se passe en Floride, en 2027. Cet endroit s'appelle Cap Canaveral. C'est surtout une question de planifier un petit voyage ou quelque chose comme ça. On s'organise un bus ou un avion, peu importe, on verra si ça tente quelqu'un. Je sais que beaucoup de membres de la communauté sont au Mexique ou aux États-Unis. De toute façon, on s'organise et on planifie. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Non, je pense que sortir pour voir le moment, le transmettre, non? Évidemment, ce serait incroyable pour moi. Voyons si on peut l'organiser, non? Voyons si on arrive à le mettre en place. Ce serait génial. Il dit en salutation à Lagius. « Comment tu vas? Très bien. Boston, Massachusetts. Oui, tous ceux-là défendent. Des électeurs, mais ils vivent tous aux États-Unis et en Europe, et ils ont un peu cette double morale. » Il dit « Salutations Boston, Massachusetts. Je pense qu'ils sont contradictoires, non? Ils ne prennent pas le temps de réfléchir au niveau de vie des citoyens de ce pays. N'est-ce pas? Et donc c'est ça, parfois on se dit qu'on ne peut qu'être là, rien de plus. » Il dit « Il n'y a pas beaucoup de différence. Ceux de tous les, jusqu'à maintenant. Non, ne me dis pas ça, d'accord? Non, attends, analysons un peu, d'accord? Ne me mens pas, c'est pareil. Je comprends que tu n'aimes pas du tout Netanyahou, c'est un personnage infréquentable, mais ne dis pas que c'est pareil. Il ne faut vraiment pas tomber là-dedans. Il y a une énorme différence. Tu ne verras pas Netanyahou éliminer 30 000, 40 000, 60 000 personnes de sa propre population. N'est-ce pas? Tu ne le verras pas. Tu ne vas pas voir ça. Ça, c'est quelque chose qui est à un autre niveau. Ce n'est pas celui-ci. Il dit qu'il a raison, Pépé pense qu'il faut lire le commentaire et le contexte. Israël affirme vivre en démocratie, mais mes amis sur place ne sont pas d'accord. Tu as tout à fait raison sur le fait qu'on y vit. Non, on vit bien dans une démocratie. C'est ça, c'est-à-dire, la démocratie n'est pas parfaite, et malheureusement, c'est une démocratie qui est truquée. Truquée en faveur de qui? De qui? Truquée en faveur des politiciens. C'est ce qui se passe, par exemple, en ce moment aux États-Unis, ce qui se passe au Mexique et ce qui se passe dans de nombreux pays. Ou bien ce sont des démocraties où un groupe de personnes prend le pouvoir et ne le lâche pas, n'est-ce pas? Et cela peut arriver et c'est en train d'arriver. C'est ce qui se passe dans de nombreux pays. Dans le cas des Israéliens, les Israéliens qui sont, disons, plus ouverts à l'idée qu'il n'y était pas de guerre et partent. Alors qui reste? Ce sont les orthodoxes qui restent. Ce sont les groupes plus conservateurs qui restent. Ce sont eux qui restent, n'est-ce pas? Et ils restent. Et malheureusement, si cela continue ainsi, cela va devenir un problème. Parce qu'il va y avoir une polarisation énorme. Et à un moment donné, oui, il court ce risque de mon point de vue que cette démocratie soit perdue. C'est toujours comme ça en ce moment, comme la Turquie, n'est-ce pas? La Turquie est elle aussi à un pas de basculer dans cette direction, n'est-ce pas? Et je dirais, en détail, et là je sais que je les compare davantage. En détail, et cet Erdogan, de mon point de vue, je ne sais pas ce que tu en penses, parce que ce sont des personnages qui sont dans la démocratie, mais qui accélèrent l'autocratie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce sont des autocrates en tant que personnes. Oui, ce sont des autocrates, mais ils sont dans un système qui défend encore des choses démocratiques et certaines valeurs démocratiques qu'ils ne respectent pas. Oui, ils ne les respectent pas.
Il attaque d'autres populations, il envahit les Kurdes dans le cas de la Turquie, les Palestiniens. Dans le cas d'Israël, et c'est regrettable, mais il y a aussi parmi ces personnages d'autres individus inacceptables comme les ayatollahs qui vont encore plus loin. Eh bien oui, vous avez raison dans le sens où la démocratie est en train de se perdre et pourrait disparaître. Je ne pense pas qu'ils en soient encore là, mais ils sont, disons, sur la voie. Et la question démographique. Imagine, toi, tu viens de là-bas et tu te dis « Eh, c'est injuste ce qui arrive à ces peuples ». Comme il y a déjà eu un parti pacifiste qui est apparu. D'ailleurs, en Israël, la question est de savoir combien de personnes ils auront, c'est-à-dire combien de gens vont les soutenir, non ? Et ici aussi, on nous écrit depuis Israël, des hispaniques, des Israéliens, et ils nous disent exactement ce que tu viens de me dire. C'est-à-dire, ils disent « Nous ne voulons pas de Netanyahou, non ? On veut un changement, non ? Et s'ils ne sont pas d'accord avec l'Iran, ils n'approuvent pas non plus leur action en Palestine. » C'est pour ça que ça me surprend beaucoup de voir des hispaniques qui défendent cela. Va parler aux Israéliens, va parler aux hispaniques israéliens, aux gens qui vivent vraiment là-bas. Ils pensent très différemment de Netanyahou. Mais le problème, c'est que ça n'arrive pas ici. Ils vendent à certains groupes, surtout à certains milieux religieux chrétiens très ultra, n'est-ce pas ? Il y a de tout, on leur dit que ce qu'ils font n'est pas bien. Et ce sont justement ceux-là qui défendent ce genre de choses. Alors donc, ces attaques contre des zones, eh bien, à différents endroits des environs, n'est-ce pas ? Indépendamment du fait qu'il est évidemment compréhensible qu'un pays puisse se défendre contre toute attaque terroriste. Jusqu'ici, c'est parfait. On comprend quand l'attaque n'est pas menée par 2, ni par 3, mais par 10, par 20, par 100. Et là, attends, c'est comme si tu exagérais, tu vois, même. Même selon les standards américains, qui sont déjà très exagérés, même selon ces standards-là, tu vas vraiment trop loin, non ? Donc cette partie-là, c'est celle qui, d'un coup, eh bien, a généré beaucoup d'inimitié mondiale envers Israël, non ? C'est-à-dire, ils ont un gros problème d'image, pour ainsi dire, extrêmement difficile. C'est pour ça que tu voyais pendant le match Iran-Iran qui était, je ne me souviens plus, à Los Angeles, et les gens dans le stade fêtaient ce que faisait l'Iran. Pas parce qu'ils sont d'accord avec le régime, mais parce qu'ils envoient un message aux États-Unis et à Trump. Non, ne t'engage pas dans la guerre, mec. C'est-à-dire, ne traite pas mal les joueurs qui n'ont rien à voir avec le problème. S'ils sont impliqués, ou si tu dis « lui, regarde ce qu'il a fait », alors retiens-le et montre les preuves. Mais si tu les as déjà laissés entrer, c'est qu'ils sont des joueurs, parce qu'ils viennent pour jouer, alors respecte-les, respecte-le. Mais bon, oui, je comprends. Cette partie verte. Aujourd'hui, Ramiro Verdez, important membre du gouvernement, commandant de la révolution de 94 et l'un des plus âgés des enfants du matin, est décédé à Cuba. À vrai dire, Roble, impressionnant. Impressionnant. Boston affirme qu'Israël ne cible pas de bateaux civils, ni ne pose de bombes dans le monde. Plus de terroristes qui ne servent qu'à ça. Non, oui, pour beaucoup de civils. Boston, ne me dis pas ça, s'il te plaît. Je veux dire oui, pour des civils. S'il te plaît. Je veux dire, soyons sérieux aussi. Je veux dire, pas forcément les meilleurs. Ah, des bateaux civils, mais oui, bon. Oui, d'ailleurs, ils l'ont aussi fait, mais je vous dis, sur des bâtiments civils, il y a des preuves abondantes. Abondantes. En fait, la majorité des personnes décédées du côté palestinien étaient des civils. Et cela est totalement documenté. Qu'ils n'autorisent pas la presse à entrer, c'est aussi très mauvais. Dis-moi, pourquoi crois-tu qu'ils refusent l'accès à la presse ? Pourquoi tu crois ça ? Ce n'est pas par gentillesse. C'est parce qu'ils veulent cacher ce qui se passe. Tu ne peux pas limiter la presse en disant que tu peux faire ce que tu veux ici à l'intérieur, mais que là-bas, dans cette guerre, tu ne peux pas entrer. Non, je pense qu'ils doivent entrer, ils doivent être là parce qu'il faut rapporter et documenter ce qui se passe, non ? Et c'est ce qu'on fait, non ? Cela se fait en cachette, avec des risques. Combien de journalistes sont morts à cause des attaques israéliennes ? Combien d'hôpitaux ? Je veux dire, c'est très bien documenté, il n'y a aucun doute à ce sujet. D'ailleurs, 2000 Israéliens manifestement là pour cela. Il faut s'en souvenir, n'est-ce pas ? Cela est la corruption, n'est-ce pas ? Donc oui, cela a été excessif, n'est-ce pas ? C'est très clair. Même Trump l'a dit, qui est pourtant un personnage assez dur, non ? Je veux dire, même lui l'a reconnu, ils ont vraiment exagéré. Non, il n'y a aucun doute à ce sujet. Garman ne dit pas comment a été la lumière. Anahux, bonjour. Il dit salutations.
Comment vas-tu, Isa, et voilà. Ah, muy buenas. Il se demande si le judaïsme moderne fait une promesse claire selon les circonstances. Je n'ai pas compris, c'est surtout un commentaire plus haut. Il ne dit rien. Cuba s'est libéré d'un révolutionnaire, comme l'a dit Adilson. Salutations à lui. Qui d'autre est là? Eh bien, à toute la communauté. Merci beaucoup Adilson. Salut, on t'a perdu de vue. Comment vas-tu? Perdu? Non, Patrie. Pardon, Patrie. Salut les internautes. Comment vas-tu? Salutations. Félicitations à tous les papas. Félicitations à tous les papas. Encore une fois, il dit comment ils répriment leurs propres habitants qui ne pensent pas comme eux. Il dit comment ils répriment. D'accord. Tu poses des questions ou tu affirmes comme si c'était pour moi. Dice, Ce salut dit que German dit que son père et son grand-père ont décidé. German dit ça. Eh bien German, super, super. Félicitations. Félicitations, c'est génial. Il dit salutations. Il dit Boston. Il dit que les bâtiments civils abritant des terroristes sont prévenus avant d'être visés, que ce n'est pas le seul pays à agir ainsi, mais qu'en Palestine ce n'est pas fait. Boston, en Palestine, ils ne le font pas. Naïbo, je retire ton commentaire, mais je peux le lire. Il dit, je le lis en entier, il affirme que seul ce pays prévient d'abord pour qu'il puisse se mettre à l'abri avant de bombarder si des terroristes sont cachés dans des bâtiments civils. Il admet des morts civiles, mais dit qu'on ne vise pas les civils. Boston, excuse-moi, mais si, cela se fait. C'est-à-dire, le Liban, c'était différent, je te l'accorde. Le Liban, c'était différent, et là, oui, ils prévenaient à l'avance quand ils allaient les bombarder, même s'il y avait des civils, ce qu'ils ne devraient pas faire, que ce soit en prévenant ou non. On ne peut pas faire ça dans des zones civiles. Point. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Ni en prévenant, ni sans prévenir. Si c'est civil, on n'y touche pas. Point final. D'accord, mais je reconnais que s'ils prévenaient au Liban, pas en Palestine, dès leur arrivée, c'était bam, 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 terminé. Ça, on ne peut pas le faire. Je veux dire, je ne sais pas. Tu ne peux pas attaquer une zone civile parce que tout le monde ne recevra pas le message, tout le monde ne pourra pas sortir de là, etc., etc. Donc, on ne peut pas le faire. On ne doit pas le faire, n'est-ce pas? Tous les gros problèmes que Donald Trump et le Pentagone ont à cause de ce qui s'est passé à l'école en Iran. Dans une école, en Iran. Non. D'ailleurs, à cause d'une erreur de l'intelligence artificielle n'était pas à jour et elle l'a désignée comme une cible. Maintenant, on sait déjà, non. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire, dans le cas de l'Iran, l'intelligence artificielle a dit non, tout ce complexe appartient à la garde révolutionnaire, et attaqué tout. Ils ont tout attaqué. Ensuite, ils mettent à jour la carte. Ils savaient au moins déjà que c'était une école, mais le guide n'était pas à jour et la mise en cible complète. Je ne peux même pas l'imaginer, enfin, imagine l'erreur, et c'est une erreur qui a coûté cher, qui a été très critiquée, qui va littéralement coûter de l'argent. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Évidemment, non, ça ne ramène pas la vie comme ça. Mais c'est là vraiment, c'est l'un des rares pays qui répond économiquement dans ce sens. Ils le font rarement et c'est long. Parfois, ça prend même des années. Mais ça arrive. Parce que ça arrive même avec les Afghans, et très lentement, comme tu veux, mais ça finit par arriver. Dans le cas d'Israël, non, ça n'arrive pas. Et encore moins avec les Palestiniens. Non, ça n'arrive pas. C'est-à-dire, avant que la guerre n'éclate, il y avait effectivement des choses qu'on voyait. Nous allons y aller sous un angle humain. Il disait, certains sujets liés à l'eau circulaient d'Israël vers la Palestine, venant des Palestiniens, qui faisaient ainsi de bonnes choses. Certains sujets circulent, pour l'instant non. Je pense que l'eau est revenue, mais tu vois bien que je te limite parfois pour certaines choses qui ne devraient pas se produire. Ce n'est pas une division très difficile. Ils affirment que les terroristes ont déjà tiré sur Israël depuis des zones humanitaires, comme des hôpitaux. Je ne justifie pas les attaques contre des civils, je l'ai déjà dit. Non, Boston entre. Un fou non armé entre dans une banque. Il retient beaucoup de gens là-bas. Que faire? On ne va pas bombarder la banque et tuer les civils pour éliminer cette personne. Pourtant, c'est ce qui se passe. N'est-ce pas? Il est entré dans une banque et c'était un voleur. J'ai dû y aller, j'ai dû bombarder tout l'endroit parce que comme ça, j'ai éliminé ce fou là-bas. Non, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Tu négocies, tu cherches un moyen de le faire sortir de là avec intelligence, avec un tireur d'élite pour t'assurer qu'il n'y aura aucun problème avec les autres. Bla bla bla. Mais tu fais quelque chose pour ne pas affecter les civils, n'est-ce pas? Tout ce qui est possible, jusqu'à la dernière seconde, n'est-ce pas? Tu vois, on ne peut pas travailler ainsi. Mais il envoie ses salutations.
Gaza compte déjà 500 km de tunnels, alors pourquoi les civils ne s'y réfugient-ils pas pendant les bombardements demande Maribel. Comment va-t-elle? Salutations. Il dit, oh non, bien sûr, il dit, c'est mal, c'est vrai. Et salut Boston, comment vas-tu? Il dit, je dis, et le point c'est que les choses ne changent pas, c'est-à-dire, non, ça ne change pas dans le sens où. Il y a une haine beaucoup trop grande. C'est pour ça que j'ai trouvé rafraîchissant qu'il y ait un parti. Je ne connais pas ces points politiques, ni rien. Je veux dire, je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais au moins ça donne de l'espoir qu'il y ait un parti qui dise « Écoutez, eh bien regardez, nous, on ne veut pas la guerre, on veut être pacifiste, n'est-ce pas ?» Un parti propose ça en Israël, voyons ce qui arrive, non? Et voyons ce qui peut émerger pour créer les conditions d'une paix durable, n'est-ce pas? Parce qu'en ce moment, c'est extrêmement difficile. Écoutez. Je reviens tout à l'heure parce que c'est intéressant tout ça, c'est intense, mais aussi, c'est le week-end, la fête des pères. Donc voilà, évidemment, j'y vais. Je viens de passer un moment en famille et tout à l'heure, nous reviendrons avec plus de situations, avec plus d'informations sur ce qui se passe dans le monde. Merci beaucoup de nous accompagner. J'adore pouvoir discuter avec vous et pouvoir échanger, débattre un peu. C'est agréable, c'est bien. Et donc voilà, rien de plus, non. Au final, chacun a son point de vue et tout, et nous avançons tous en nous enrichissant et en essayant de grandir un peu. Je vous embrasse, portez-vous bien. On se revoit plus tard. À bientôt.